Où en es-tu avec la mort? C'est intéressant cette question parce que quand je suis sorti de l'hôpital, donc au mois de mai, il y a 8 mois, 9 mois, j'étais d'une sérénité absolue. Je l'ai un peu perdu sur un plan, c'est que je prenais les choses vraiment comme un saint, c'est-à-dire je planais à 15 000 comme quelqu'un qui ressuscitait. Et j'ai déjà vu deux de mes amis qui ont été comme ça. Mon ami Philippe Rivière qui avait eu un grave accident de moto et Mr. Imagination, le merveilleux américain, tu sais, qui était mon ami de Chicago et qui lui aussi avait pris 3 balles dans la poitrine et donc était sorti de cet accident gravissime, ressuscité d'une indulgence angélique à l'égard de ses frères et sœurs humains. Il était sur la terre pour faire du bien. Et je me sentais comme ça en sortant de l'hôpital. Je l'ai un peu perdu parce qu'il y a une usure de la maladie qui tient à l'endurance. Il y a une usure de ce que la sécurité sociale appelle les ALD, affections de longue durée. Ben, ça dure si tu veux. Tu peux bander tes muscles comme toi tu as fait de la marche ce matin pour lutter contre la peur de mourir pendant 8 jours, pendant 10 jours, pour la perspective immédiate d'une opération, etc. Mais quand ça dure sur des mois et des mois et des mois, des traitements, des choses, des machins, on te bourre de médicaments, on te perfuse par-ci, par-là, on te transfuse, on te fait des prises de sang tout le temps, etc. Il y a une fatigue de ça, il y a même une lassitude qui fait que les très grands malades finissent par souhaiter mourir simplement pour que ça s'arrête. Et donc il y a une usure un peu de ce stoïcisme ou de cette sagesse qui était spontanée au départ. Mais elle reste quand même profondément là. La seule chose que je regrette, c'est que je deviens irascible. Et irascible pour une raison très simple, qui fait qu'on me bourre de corticoïdes. C'est pour ça que je commence à avoir la tête de Pompidou, parce que les corticoïdes retiennent l'eau, et donc on se met à se gonfler un peu, les tissus se gonflent, et en même temps, on devient très irritable, très nerveux. Et donc ça, je fais attention à ça, parce que entre autres, je m'énerve trop contre ma femme ou mon entourage, parce que je deviens très impatient. J'ai besoin que les choses se fassent tout de suite. Il y a un certain nombre de choses que je ne supporte plus. Je ne supporte plus que les gens répètent 10 fois une chose qui sont déjà dites. C'est inutile. Je ne supporte pas que les gens disent une chose sans la faire. Je pense qu'il faut non pas dire qu'on va faire les choses, mais les faire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Des petites choses, tu vois, comme ça. Je suis dans l'urgence quotidienne de chaque instant. Et tu m'avais dit que tu avais appris à lutter contre les 3 P. Tu te souviens, tu disais que... qui lui aussi assez gravement malade, qui m'a dit que effectivement il fallait lutter contre la procrastination. Et ça c'est vrai. La procrastination, c'est remettre au lendemain. C'est ce qu'on fait tous. On fait des listes, des choses qu'on n'a pas faites dans la journée qu'on fera demain et qu'on raye. Mais comme la liste, on n'a pas rayé tous les mots parce qu'on n'a pas tout fait. Le lendemain, on trouve une liste à moitié rayée, et on refait une liste pour le lendemain, et on accumule ces listes. Je ne fais plus ça, je fais les choses immédiatement. Par exemple, je reçois un email qui me demande de payer une chose en retard, je fais immédiatement l'enveloppe et je mets le timbre, et je la prépare sur ma table pour la mettre à la poste. C'est-à-dire, je ne supporte plus de laisser quoi que ce soit en attente. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Alors les autres, je ne sais plus ce que c'est. La peur et la paresse. Ah oui, la peur et la paresse, oui. La peur, parce qu'effectivement, mon passage à l'hôpital m'a guéri de la peur de la mort, c'est très curieux. Ça donne d'ailleurs beaucoup de force, parce que du coup, je constate à quel point les autres ont peur de la mort, à commencer par les médecins, qui n'osent même pas utiliser le mot cancer, par exemple. Certains d'entre eux qui sont très mal à l'aise avec ça, alors qu'ils sont au cœur du problème, c'est ça qui est comique. Et du coup, la peur que les autres ont de mon propre mal me fait sourire, si tu veux. Le fait que les gens puissent avoir, comme des enfants, si peur de mourir, me paraît tellement peu raisonnable et tellement ridicule presque, que ça me fait sourire. Alors je comprends qu'on ait peur de souffrir, par exemple. Je comprends qu'on ait peur de perdre des gens qu'on aime. Mais quand on a passé un certain stade où effectivement on est en danger, cette peur, elle tombe parce qu'on a déjà pris le risque de tout perdre. On a déjà tout perdu d'une certaine façon. Et donc, on ne peut pas perdre davantage. Et c'est en même temps extrêmement libérateur. La perspective de la mort est très libératrice, on ne le dit pas. C'est la fin des emmerdements, si on voit les choses comme dans les chansons de Boris Vian, ou Brassens, plus jamais j'aurai mal aux dents, dans son testament. Donc il y a aussi cet aspect. La vie est fatigante, on a lutté. Des gens comme toi, moi, on est des nageurs à contre-courant, on est des gens qui marchent contre le vent. Moi j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été à contre-courant, ce qui demande beaucoup d'énergie. Donc il y a un moment où on se dit, bon bah, si la vie me demande maintenant que ce soit fini, eh bien bon bah, je ne vais pas me protester. Après tout, j'ai déjà fait
épreuve épuisante pendant des années, et ben, il faut bien que ça s'arrête un jour. Donc on finit par l'accepter. Et donc de ce point de vue-là, mais maintenant il y a une deuxième chose, c'est que j'ai craint avoir une rechute, et du coup on entreaperçoit une deuxième chose qui est se préparer à la seconde mort. Parce que la première mort, c'est quand tu apprends que tu vas avoir une opération grave, et que tu t'y attendais pas, et que tu es confronté au problème, tiens c'est vrai je suis mortel, mais la seconde mort, c'est si on dit, ben maintenant c'est ce coup-ci. Cette fois, voilà, Chauveau appelait ça prendre sa petite bagage avec son karma, sa petite valise spirituelle. Si on te dit, ben maintenant, je pense que mentalement, on devrait en permanence avoir une petite valise prête dans un coin de sa pièce pour nous rappeler qu'il y a un jour, comme vous, dans la tradition juive, l'arche dans les brancards, le destin à tout moment peut vous dire, ben, c'est maintenant. Es-tu prêt? Et à ce moment-là, cette petite valise, admettons que tu y mettes une brosse à dents et une chemise et un caleçon pour aller voir là-haut si j'y suis, admettons à titre symbolique que cette petite valise symboliserait que tu te maintiens en permanence prêt à partir au moment où on te demande, qui est forcément un moment imprévu. Autrement dit, tu te maintiens disponible. Et c'est une chose que je découvre, et je me rappelle du coup que sur la porte de Chaumont, en 1975, quand je l'ai découvert, il avait marqué « Guérir par le refus de la connaissance ». Bon, ça parlait à un normalien de la rue d'Ulm, qui est dans l'excès d'intellect, mais l'autre chose, c'était les religions sont fatiguées et ne représentent plus la foi, ce qui est formidable, je trouve, pour aujourd'hui, mais soyez disponibles, des apparitions auront lieu sur toute la Terre au cours de l'année 1974, quelque chose comme ça. Et ce soyez disponibles, je le comprends maintenant beaucoup mieux. En effet, il faudrait mentalement se tenir prêt en permanence au grand départ. Parce que ça peut arriver à tout moment. Et ça, on n'est pas prêt. Même si on a vaincu la peur de la mort par le stoïcisme, par une réflexion et par la sagesse, ça je crois que j'y arrive assez bien, c'est encore autre chose, c'est une étape supplémentaire d'être véritablement capable de tout lâcher à tout instant et d'être disponible pour le grand départ si on t'appelle. Et ça, je pense aussi que c'est important.